Charlie est avec nous ce soir. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, on se réunit pour pouvoir faire un petit bilan de l'année 2023. Tout à fait. Voilà. Vous proposez un petit peu nos meilleures lectures, Nos flops. également. Et puis voilà, faire un tour d'horizon de ce qui nous a marqué pendant cette année. Exactement. De lecture intense. Et bah c'est parti. C'est parti. On va peut-être commencer par le décompte. Oui, Allons-y. il fait mal. Alors, avant de donner mon décompte, je tiens à dire qu'il ne faut pas se mettre de pression par rapport au nombre de livres qu'on lit. Chacun lit à son rythme, lit quand il veut, quand il peut, etc. Il ne faut pas que ce soit une course à la montre pour le nombre de livres lus. C'est juste que moi, je lis tout le temps, partout. Je lis dans la rue en marchant, je lis quand je vais aux toilettes, je lis en mangeant, je lis tout le temps. Voilà, donc je prends beaucoup de temps pour ça et c'est ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai lu autant de livres cette année. Et c'était aussi ma résolution d'ailleurs, l'année dernière, de ne plus me mettre à faire des petits jeux débiles sur mon téléphone et à la place d'ouvrir un livre. C'est sûr que quand on supprime ça... Oui, mais quand je vois le nombre de livres lus, du coup, je me dis je passais énormément de temps sur des jeux débiles sur mon téléphone, hein, quand même. Bref. Donc voilà, donc moi, le décompte est à 284 livres lus, dont 140 livres graphiques, donc BD, manga, album, non, 146 et 130 livres. Livres. Et ben moi j'ai beaucoup moins de livres mais j'ai pratiquement autant de romans puisque je suis à 185 livres tout dans l'année et je suis en tout à 105 romans et 67 BD et manga. Et puis entre deux il y a un petit gap parce qu'il y a des albums, des petites choses que j'ai pas comptées. Voilà. Bon, dans tout ça, quels sont nos pires moments de lecture? Alors on a essayé de vous faire une sélection de 3 flops. C'est ça. Avec parfois des petites mentions spéciales pour des petites choses. Une petite déception par-ci par-là. Oui. Tu veux commencer? Allez, je commence. Alors, mon premier flop, eh ben, je ne l'ai plus, puisque tout simplement, je me suis débarrassée du livre. Donc c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. En plus, je m'en suis débarrassée, parce que c'est un livre que je n'ai même pas terminé, que j'ai commencé sans l'avoir fini, qui s'appelait Les Chats éraflés. Alors, j'ai plus du tout le nom de l'autrice, mais voilà, c'est un... Vous le verrez sur la couverture. Voilà, c'est un roman que j'avais acheté en vacances, un petit roman poche. Donc ça va, heureusement, c'était pas trop d'argent dépensé pour rien. Et voilà, c'est un livre que j'ai acheté en vacances en me disant j'ai envie de changer un petit peu, voilà, prenons un roman adulte. Oh bon, j'aurais pu m'en passer. J'ai lu, je crois, les 80 premières pages le soir même. Et au bout de 80 pages, je me suis dit Claire, arrête de t'infliger ça. Et voilà, j'ai lu la fin pour être sûre que vraiment je ne loupais rien et non, bah je loupais rien. Voilà, donc énorme flop. Alors un flop qui est pas aussi catastrophique que le précédent, c'est Les voyages forment la jeunesse de Lily-Belle de Cholet. Que j'ai lu en lecture commune, il y a encore les petits post-it et c'est un flop parce que je m'attendais à quelque chose qui allait me mettre dans l'ambiance de l'été parce que je crois que je l'ai lu en juin. Donc je m'attendais à du soleil, de la bonne humeur, des amis en vacances, etc. Et c'est pas du tout l'impression que ça m'a laissé. J'ai été un peu déçue. Alors c'est bien écrit, l'histoire est sympa, mais je trouve que c'est pas du tout l'ambiance qui est vendue sur la couverture et qui était vendue de façon générale. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a beaucoup apprécié, mais c'était vraiment loupé pour moi comme lecture. Donc pour rappel, le résumé, c'est des amis qui partent ensemble en vacances. Ils ont prévu de faire un road trip, mais très rapidement leur voiture tombe en panne et ils se retrouvent en Bretagne dans la maison des grands-parents du un peu héros principal qu'on suit, mais en fait on les suit tous, on passe de point de vue en point de vue. Et bah il y a des secrets qui se dénouent, des choses qui se sont pas dites qui sont dites. Donc voilà, le pitch me disait vraiment quelque chose et là, ouais, c'était trop négatif en fait pour moi. Donc flop. Dommage. Et le troisième flop, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklesivik. Je ne sais pas trop le dire. Alors voilà, pareil, c'est un flop un peu comme le précédent. C'est très bien écrit. Mais j'ai pas du tout adhéré
à l'histoire. Enfin voilà, Marie est témoin. Je ne l'ai toujours pas lu du coup. Enfin voilà, je m'attendais à une histoire, la couverture, je m'attendais à ce que ce soit un peu sombre, mais apporté, enfin je pensais que ça allait être cocooning ou quelque chose comme ça, et pas du tout. J'ai pas adhéré à la magie qui était en fait présentée dans l'ouvrage. Il y a une scène à côté de laquelle je suis complètement passée à côté. Je n'ai pas compris la signification de cette scène, elle dure quand même largement plus d'un chapitre, donc ça faisait un peu long à pas comprendre ce qui était en train d'arriver. Et donc là, on suit deux sœurs, une qui est un peu maudite, on va dire, et qui ils vont se retrouver alors qu'elles se sont pas vues depuis des années. Leur mère est décédée, et c'est les secrets de famille qui se dévoilent. Donc pareil, un pitch à première vue qui aurait dû me plaire. Et non, je pense que vraiment le système de magie, la magie était beaucoup trop négative pour moi et m'a pas du tout apporté ce que m'a... Enfin voilà, même du thé pour les fantômes. En fait, ouais. Voilà, le titre, c'est pas du tout ça. Donc du coup, flop aussi, mais très très bien écrit, faut quand même le reconnaître. Je serais quand même curieuse de lire d'autres livres de l'autrice pour savoir si c'est juste celui-là qui m'a pas plu, ou si son univers de façon générale c'est pas du tout le mien. Et j'ai une petite mention spéciale. Alors, elle a failli se retrouver dans les flops, et finalement au bout de 600 pages elle a la chance de pouvoir retourner, peut-être pas dans les tops, mais en tout cas dans le je continue. C'est Sarah Gimas avec sa saga ACOTAR. J'ai lu les 2 premiers tomes. Donc le premier tome, Un palais d'épines et de roses, je me suis dit c'est sympa, mais bon, faut lire le tome 2 pour savoir. Et ensuite j'ai continué avec le tome 2, Un palais de colère et de brume, dont le titre est à moitié effacé. Et pendant, je pense, oui c'est ça, les 300 premières pages, je me suis dit, oh, ouf, dans quoi j'ai atterri. L'héroïne est vraiment hyper chiante. J'ai envie de lui mettre des claques, hein, très clairement. Si elle se bouge pas vite les fesses, ça va pas être possible. Et je me suis laissé 50 pages de plus pour adhérer. Et Sarah Gimas a eu énormément de chance, puisque pile à la 50e page, il s'est passé un truc où je me suis dit « Ah, enfin !» Et la fin de ce tome 2, génial. À sauver la saga. Ah oui, et du coup j'ai hâte de lire le tome 3. Et voilà, il a fallu deux fois 600 pages pour me dire que je comprenais un peu la hype qu'il y avait autour de la saga, même si, voilà. Ça fait un peu long quand même pour démarrer. Ça fait un peu long pour démarrer, donc je sais pas encore vraiment, j'attends de lire le tome 3, voilà, en gros. Donc voilà pour mes flops. Les miens, et ben moi je n'en ai plus aucun, donc je vous mettrai les petites vignettes par ici, parce que je les ai tous virés. Ou alors c'était emprunté à la bibliothèque, j'ai de la chance, j'ai pas trop de flops que j'avais acheté. Mon plus gros flop, je vous en ai déjà parlé ici, c'est Profondeur de l'océan de Liz Braswell, qui est une réécriture du conte de la petite sirène. Voilà, j'ai pas du tout adhéré, j'ai trouvé que c'était mal écrit, que l'intrigue était bancale, que les personnages n'avaient aucun charisme, aucune alchimie entre eux, ce qui est un peu dommage pour la petite sirène quand même. Enfin voilà, j'avais vraiment rien à quoi me raccrocher, pourtant j'ai tout lu. J'aurais pas dû. Clairement j'aurais dû m'arrêter. Donc gros flop. Et ouais, moi quand les intrigues en fait, c'est pas les personnages qui font l'intrigue, mais c'est l'intrigue qui fait la résolution. Pour moi ça va pas. Donc voilà, là c'était le cas sur celui-ci. Mon deuxième gros flop, c'est Emma Green, La vie en vrai. Je suis désolée pour tous ceux ou celles qui regarderont cette vidéo, qui verront ça et qui aiment ce duo d'autrices. J'ai voulu tester, j'ai vu que c'était pas du tout pour moi. Voilà, pour moi c'est tout ce que je déteste en fait dans la romance et tout ce qui pour moi est malsain. C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune française qui part avec ses parents aux États-Unis et donc qui est dans un lycée international. Et elle se fait harceler complètement, et donc on commence le récit avec une tentative de suicide de sa part, qui selon moi n'est pas du tout crédible avec la suite. Et donc à la suite de ça, elle va discuter avec sa grand-mère et décider de se rebeller contre le groupe en particulier qui la harcèle.
Et elle va s'en prendre notamment à l'un d'eux qui, pour elle, est le pire de tous. Vous vous en doutez, c'est une romance, donc elle va tomber amoureuse de ce gars. Et en fait, là où moi je suis pas d'accord, c'est qu'en effet, on va découvrir que ce gars, finalement, il est pas du tout méchant. Il est juste lâche, d'une certaine manière. Mais là où moi je n'adhère pas, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui avant de savoir ça. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Et il y a des phrases qui, pour moi, sont malsaines. Du type, plus il se montrait cruel, plus je le trouvais beau. Pour moi, c'est no way. Voilà. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait une volonté de représentation, mais que du coup, c'était tellement mal fait que pour moi, ça n'avait aucun apport à l'histoire ou à tout ça. Il y avait une volonté de féminisme, mais tellement mal fait également que ça tombait complètement à l'eau, selon moi. Et ça rendait au contraire les personnages peu crédibles. Donc voilà. Voilà, pour moi, c'était un gros flop. Donc moi, je pense que je ne retenterai pas les Emma Green. Désolée. J'avoue que ça ne me donne pas envie de tester non plus. Et le troisième flop, c'est un livre de Lois Lowry qui s'appelle en français 5 centièmes de seconde. Je l'avais pris parce que dans le résumé, j'avais vu que c'était l'histoire d'une jeune fille passionnée de photographie qui un été va voilà, évoluer parce que elle a une sœur super jolie, etc. Et elle a un très gros manque de confiance en elle, et notamment au niveau de son physique, de comment les gens l'aperçoivent. Et en fait, elle va rencontrer un gars qui va l'aider dans cette évolution, dans cette prise de conscience sur la beauté, etc. Sauf que ce n'était pas du tout ça. C'était un été où sa sœur est en train de mourir, littéralement. Voilà. Et d'ailleurs, c'était le titre anglais qui le disait très explicitement. Donc, c'était hyper sombre et pas du tout ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc, certes, c'était bien écrit. Je pense que Lois Lowry, je retenterai pour le coup. Mais celui-ci, je suis complètement passée à côté parce que c'était pas du tout ce qu'on m'avait promis à la base. Donc voilà, pour mes 3 flops. Et j'ai une petite mention spéciale, grand classique, qui ont été des déceptions pour moi parce que c'est des auteurs que j'apprécie tout particulièrement. Il y a une pièce de Shakespeare que j'ai lue en début d'année qui s'appelle Titus Andronicus. Je l'avais prise comme ça, par hasard, parce que j'adore Shakespeare et que j'ai envie de tout lire de lui. Donc je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Bon, ben c'est une tragédie hyper gore, tragédie romaine, hyper gore, mais vraiment, enfin vraiment, je me dis mais où il va? Personne ne survit dans cette pièce, quasiment. Il doit rester 1 ou 2 personnages. C'est atroce. Bon, après, c'est ce que voulait Shakespeare quand il l'a écrit, c'était dénoncer justement ce côté atroce des tragédies gréco-romaines. Mais du coup, voilà. C'était un peu une déception. Et la deuxième, c'est Persuasion de Jane Austen. Je suis désolée à toutes celles, encore une fois, à toutes celles qui aiment ce roman de l'autrice. Moi, je n'y adhère pas. parce que j'ai du mal à accrocher avec l'héroïne. Et parce que j'ai trouvé que dans le roman, Jane Austen passait énormément de temps à nous décrire la situation politique des marins et que j'en avais rien à faire en fait. Tout ce que je voulais, c'était la romance. Donc non, je suis passée à côté. Je savais déjà, parce qu'en ayant vu les films, je savais que Persuasion, c'était celui que j'aimais le moins déjà. Mais on m'avait dit oui, mais il faut que tu lises le livre, tu vas voir, en fait, il y a vachement plus d'éléments sur les sentiments de l'un et de l'autre. Bon, je les ai pas trop vus, je suis désolée. Si, sur la fin un petit peu, mais vraiment tout le début, c'est que du blabla et ça m'a saoulée. Donc voilà mon flop. Et si on enchaîne un peu là-dessus, il y a des abandons. Moi j'en ai eu 3 cette année. J'ai abandonné tout d'abord un livre de Fabrice Collin qui s'appelle Golden Age, qui est de la fantasy adulte, un très beau livre de chez Hachette. Celui-ci, j'avoue que j'ai vu tout de suite que ça allait être très sombre, que ça partait sur des histoires un peu de viol dissimulé ou de choses comme ça, donc je me suis dit non, c'est pas pour moi. C'était pas du tout ce que je voulais. Moi j'avais senti plutôt une vibe dans un manoir anglais avec des auteurs un peu en perdition. Je sais pas, j'avais senti des vibes du groupe que formait Tolkien avec ses amis artistes. Bon, pas du tout. Le deuxième, et ça j'en suis un petit peu déçue j'avoue, c'est le livre adulte qu'a écrit Michael Brun-Arnaud qui s'appelle Les Vallées Closes.
Alors j'ai commencé à le lire en me disant c'est extrêmement bien écrit. D'ailleurs j'ai gardé quelques citations parce qu'elles sont magnifiques. La plume est sublime. Mais même si je savais que le récit allait être sombre parce que le sujet l'est, il est dur, il est sombre, en fait ça partait trop dans une plume crue, vraiment crue, et dans des métaphores qui étaient tout le temps portées sur le sexe, sur ce genre de choses, et j'étais très mal à l'aise avec ça. Donc je me suis dit, c'est un livre qui est très bien écrit, qui parlera à plein de gens, mais il n'est pas pour moi, tout simplement. Donc je l'ai arrêté pour me sentir mieux. Et parce que la lecture doit être un plaisir avant tout, donc voilà. Et le dernier, dont je suis très déçue aussi, puisque c'est un livre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo publiée, et c'est la romance de Noël en anglais que j'ai acheté à Guernesey, Just for December, de Lara Jane Wilson, si je ne me trompe. Et bah il y avait rien qui m'a accroché à cette lecture, et dans les romances, moi si j'accroche pas tout de suite, j'avoue que j'ai du mal, et j'avais peur de tomber dans une panne de lecture, donc j'ai dit stop. J'arrivais pas à accrocher à l'héroïne, l'alchimie entre eux passait pas du tout, je trouvais les scènes trop tirées par les cheveux, enfin voilà, donc abandon malheureusement. Du coup moi j'en ai abandonné qu'un seul, celui dont je vous avais parlé. Après il y a quelques séries que j'ai pas continué tout simplement, plutôt des mangas d'ailleurs. Cette année ça va, j'ai pas eu de trucs où je me suis dit non ça me tombe des mains, je mets de côté quoi. Après il y a peut-être certains livres que j'oublie, que j'ai mis en pause, je me suis dit je les lirai plus tard, et on ne sait pas si je les lirai plus tard, mais, mais c'est pas grave. Et bien passons au top 3 du coup. Oui. Alors je précise, c'est très difficile de définir un top 3. C'est vrai. Voilà, dans le podcast j'en avais mis 30. Mais on a essayé de sortir la crème de la crème, en faisant des choix parfois douloureux. Mais 3 livres avec bon, encore des petites mentions spéciales quand même, parce que bon, quand même, faut pas abuser. Alors mon numéro 3, c'est Palace de Marine Carteron. Donc ça c'est le tome 1, c'est une trilogie. Pour l'instant les 2 premiers tomes sont parus. Le 3e je pense qu'il arrivera, j'espère, en 2024. J'ai pas encore lu le tome 2, mais ce tome 1 m'a laissé une super impression, puisque on est sur de la réécriture de mythologie grecque. Plus précisément, on réexplique, elle re-raconte la guerre de Troie et les origines de la guerre de Troie. Donc ce tome-là se passe 52 ans avant la guerre de Troie. Et c'est très original puisque c'est une lecture qu'on n'avait jamais vue de la guerre. Et la force de Marine Carteron, c'est de du coup reprendre la mythologie grecque, les différentes histoires qui existent, et de faire des ponts entre ces histoires, de combler quelques petits trous et d'avoir une histoire qui se tient très bien et qui est très originale, puisque j'ai lu quelques réécritures de mythologie cette année, et je trouve que celle-ci est largement au-dessus de toutes celles que j'ai lues, même si elles étaient toutes excellentes, je ne remets pas en cause ça, mais celle-ci est très complète, très intelligente et très bien écrite, puisqu'on suit plein de points de vue, et en général dans tout ce qui est fantasy, enfin, tout ce qui est imaginaire, j'ai un peu du mal avec les multiples points de vue, et là c'est passé tout seul, j'ai tout compris, j'ai tout suivi. Je me suis complètement laissée porter, c'est très bien écrit, et puis c'était passionnant d'avoir une autre histoire de la guerre de Troie, puisque là, dans la version de Marine Carteron, ce serait Athéna qui a voulu déclencher la guerre pour libérer Pallas, qui est en fait un peu sa sœur de cœur, qui est détenue dans le centre de la ville de Troie. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé Palace. J'ai hâte de lire la suite évidemment. Alors mon top numéro 2, enfin mon 2 et mon 1 se battent en duel quand même. Donc bon. C'est évidemment la série Anne en général. Mais j'ai beaucoup aimé Anne et sa maison de rêve, qui est le 1, 2, 3, 4, 5e du coup. De Lucy Maud Montgomery. En plus, il a une saveur particulière parce que je l'ai lu à Édimbourg, donc forcément avec un petit afternoon tea, tout ça. Donc voilà, il y a aussi le cadre qui joue, mais la plume de Lucy Maud Montgomery, c'est vraiment un délice. Et ce tome est un peu différent des autres, puisque Anne est vraiment adulte, elle vient de se marier, je laisse le suspense avec qui.
Suspense énorme. Voilà, et la chose la plus torride qui se passe dans ce tome, c'est une balade au clair de lune, main dans la main. Voilà, donc c'est quand même... C'est de la romance frustrante quand voilà, même. c'est un peu frustrant. Enfin, toujours moins frustrant que le tome précédent, je pense, où ils s'écrivent des lettres d'amour, mais où la partie où Anne déclare son amour est littéralement censurée par l'autrice. C'est horrible, c'est très très frustrant. Mais ce tome-là, oui, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, en fait, qui sont presque des personnages principaux, parce qu'ils prennent une très grosse place dans l'intrigue. On commence aussi à aborder des thématiques un peu plus compliquées, je ne dirai pas lesquelles parce que ça serait vraiment du spoil. Et puis Anne, quoi, enfin de façon générale pour la série, je pense que cette année je mets vraiment une mention spéciale parce que vraiment quand je lis Anne et que ça va pas, je sais qu'après ça ira beaucoup mieux. Donc c'est ton livre doudou. C'est mon livre doudou et je suis très heureuse d'avoir découvert la série. Je pense du coup la finir en 2024 et on a la deuxième série que Lucy-Maud Montgomery a écrit qui va commencer à sortir aussi cette année. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Emily quelque chose je crois. Emily Bird Star. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir un autre de ces personnages en 2024. Enfin ce sera peut-être un peu plus tard le temps que je finisse déjà les Anne. Et mon numéro 1, alors c'est la surprise de fin d'année. En effet, on s'y attendait pas à quelqu'un qui déloge Anne, attention c'est très fort. Et puis en plus, qui n'est même pas encore vraiment paru, puisque je l'ai eu en avant-première et qu'il ne sort qu'en mars de l'année prochaine, mars 2024. C'est Runborn, tome 1 de Ariel Holz chez Gulfstream. En plus, oh là là, quelle belle édition. Les gardes aussi sont très chouettes. C'est ce qu'on appelle de l'intégra. Je sais pas si vous voyez, en fait c'est un espèce de semi-format, ce qui permet aussi d'avoir un semi-prix. Voilà. Découverte, enfin je m'attendais pas à avoir un coup de cœur sur ce livre, je me doutais que j'allais passer une bonne lecture, hein. C'était pas du tout le... Voilà, je le remettais pas en cause, mais en fait j'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'était plus sombre que ce que je pensais, pourtant c'est pas comme si le livre ne l'était pas. Mais là ça m'a pas dérangé contrairement à d'autres lectures. Et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré rentrer dans cet univers. En fait le livre est divisé en 3 parties. Chaque partie a vraiment son ambiance. Et les 3 parties sont très intéressantes. La première est très introductive. Et ce qui est dingue, c'est qu'au début, je pense que j'ai mis 50-60 pages à comprendre, enfin on met 50 à 50 pages à comprendre où Ariel Holz va nous emmener, dans quoi est-ce qu'on s'engage. C'est pas du tout ce qu'on pense au départ en plus. Mais on est complètement porté par sa plume. Je trouve que c'est merveilleusement bien écrit, bien tourné, c'est vraiment incroyable. J'avais lu un seul livre de Ariel Holz, c'était Temps mort. Et je trouve qu'en termes d'écriture, celui-ci, il a fait vraiment un bond. Alors après, j'en ai pas lu d'autres, donc voilà, du coup, je suis encore plus curieuse d'en découvrir d'autres. C'est de la mythologie nordique réécrite, et dans ce tome, du coup, on suit un personnage qui s'appelle Tyr, et en fait, à chaque tome, on va suivre des personnages différents, qui a une marque sur son corps, qui est en fait une rune. Il est un Runborn, et on se passe juste après le Ragnarok, on est plusieurs centaines d'années après le Ragnarok. Et les personnes qui portent ces runes sont en fait des dieux, enfin en tout cas ils portent la marque des dieux et il faut qu'ils se réunissent pour pouvoir faire revenir les dieux. J'en dis pas plus, à vous de rentrer dans l'histoire et de comprendre où est-ce qu'il nous emmène. C'est de la fantaisie adulte, ce n'est pas du tout de la jeunesse, c'est vraiment très sombre, en particulier la partie 2 et c'est pas violent, enfin si c'est violent d'une certaine façon, mais c'est pas la violence à laquelle on s'attend. Mais moi j'ai adoré. Et il y a vraiment, on sent qu'il connaît les mythes nordiques, qu'il les maîtrise, qu'il a pu en jouer avec. Donc très maîtrisé comme roman. Et on attend le tome 2. Sauf que comme celui-là est en avant-première, il va falloir que j'attende encore plus pour avoir le tome 2 qui sortira à l'automne 2024. Un peu de patience. Et une petite mention spéciale quand même au Gang des Prodiges. Oui, je crois qu'on a la même mention spéciale. Je pense qu'on ne peut pas parler de 2023 sans parler de Marissa Meyer. J'ai lu la trilogie en très peu de jours. C'est vrai. Je les ai enchaînés. Et... Adrienne dans mon cœur pour la vie. Voilà.
Non mais tout est parfait dans cette trilogie, l'univers, les personnages, et il y a juste une petite facilité dans le tome 3 dont il faut parler. Je dirais pas tout est parfait quand même. Voilà, mais on lui pardonne. Moi je lui pardonne. Oui, parce qu'il y a Sketch. Sketch, Adrienne, c'est le même personnage. C'est le même personnage, oui. Et voilà, c'est bien pensé, l'univers est intelligent, il soulève des questions intéressantes. Voilà, c'est comme toujours avec Marissa Meyer, c'est très bien écrit, les personnages sont très attachants, on rentre dans l'univers en littéralement 2 paragraphes. Et il y a toujours un peu derrière, un peu comme dans les chroniques lunaires, des intrigues un peu politiques qui sont un peu plus complexes que ce qu'on imagine. Et qui questionnent aussi notre société, notre vision du monde et dans celui-ci particulièrement notre vision des héros. C'est ça. Ça pose vraiment la question des héros et des vilains. Ouais. Quelle est la limite entre un héros, qu'un héros ne devienne pas un vilain et vice versa. Enfin vice versa, si, c'est bien. C'est aussi un peu ça. Et puis il y a aussi beaucoup de questions sur le rôle de la démocratie et qu'est-ce que c'est vraiment la démocratie. Voilà, comment est-ce qu'on confie le pouvoir? Pour rappel, le pitch très très rapide, c'est un univers où beaucoup de personnes ont des pouvoirs et Nova, elle fait partie de la rébellion, des anarchistes, qui a une vision très très sombre de la société qui est régie par une sorte de héros, une forme de héros, je sais plus comment ils s'appellent, les renégats. Voilà, qui est régie par les renégats. Et donc elle va essayer d'infiltrer les renégats pour renverser le pouvoir et redonner vie un peu aux anarchistes qui ont été écrasés pendant la guerre. Voilà, en gros. Et donc on suit 2 personnages, Nova d'un côté et Sketch de l'autre. Adrian, qui est le fils des chefs. Voilà, des chefs des renégats. Évidemment, il y a une jolie petite romance. Évidemment. Et voilà pour le top. Et ben mon top, je me rends compte en voyant mes 3 livres là que je suis une sacrée romantique. Il y a de la romance partout, je vous le dis, je vous préviens. Alors, en 3e position, nous avons un de mes derniers coups de cœur. La fin de l'année 2023 a tout refait basculer les cartes. Exactement. Qui est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est le tome 1 d'une série. Alors je sais pas combien de tomes il y aura. En gros l'histoire là se finit quand même, c'est une sorte de duologie, mais dans l'univers il y aura plusieurs duologies, en gros. C'est un univers de fantasy que aujourd'hui on appelle d'ailleurs la romantaisie, parce que la romance est complètement imbriquée dans l'intrigue politique. Et on y suit 2 personnages, Lara et Aren. Lara qui est née à Maridrina et qui a été élevée par son père, qui est le roi de Maridrina, pour devenir l'espionne du roi et pour pouvoir sauver son peuple. Donc elle va être envoyée en mariage au roi d'Itikana, qui se trouve être Aren. Et en arrivant sur place, les choses vont pas tout à fait se passer comme elle pensait. En gros, je vous ai fait un résumé très 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 rapide. Il se passe bien plus de trucs que ça, évidemment. Là, je suis à fond dans le tome 2, en plus, en ce moment, je suis fan. En fait, j'ai rien à redire à ce tome 1, et puis même au tome 2. L'alchimie entre les personnages est parfaite. Aren est parfait. Gros crush sur ce personnage. L'univers de fantasy, c'est juste bien dosé au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'intrigue, politique, etc. Enfin vraiment, pour moi, c'est maîtrisé du début à la fin. On vibre en fait avec les personnages, on passe par toutes sortes de sentiments, et moi c'est ce que j'attends d'un livre. Donc très très beaucoup de cœur pour Le Pont des Tempêtes. En numéro 2, ça pour le coup c'est de la romance pure. Encore une américaine, Book Lovers de Emily Henry, que j'ai lu en effet dans cette version en anglais, puisque il n'a pas encore été traduit celui-ci. On a d'autres livres d'Emily Henry qui ont été traduits, notamment People We Meet on Vacation et comme dans un roman d'été qui s'appelle Beach Read en anglais. Mais j'ai commencé moi avec celui-ci que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'ai acheté depuis parce que
parce que je l'adore. C'est tout ce que je recherche dans une romance, c'est-à-dire qu'elle part des clichés et elle les utilise à sa manière, on va dire. Les personnages sont superbes, l'alchimie est géniale. J'ai été embarquée avec eux. Alors, certes, il n'y a pas de surprise, hein, mais c'est pas ce que je recherche dans une romance, donc de toute façon, pas de souci. Un gros coup de cœur pour ce roman. En plus, ça se passe dans le milieu littéraire, Book Lovers, vous aurez compris. C'est une éditrice et lui, c'est un agent. Enfin, ils sont tous les deux agents littéraires ou quelque chose comme ça. Donc j'aime. Même si l'héroïne ne me ressemble pas du tout, et ben j'ai totalement accroché à son personnage, lui aussi. C'est une sorte d'enemies to lovers, mais comme je les aime, c'est-à-dire que c'est pas vraiment qu'ils sont ennemis, qu'ils soient méchants l'un envers l'autre, ou qu'il y en ait un qui fasse des crasses à l'autre. Non, c'est juste que en fait, par leur première rencontre, un petit peu bancale on va dire, pleine de malentendus, et ben ils s'entendent pas. Mais les choses vont faire que, au final, ils vont plus que s'entendre. C'est très très drôle, tout est bien dosé. Moi j'ai adoré quoi. Donc si vous lisez en anglais, lisez-le. Et sinon, j'espère qu'il va être traduit très rapidement pour vous. Voilà. Et en number one, c'était une évidence. Pour moi, celui-ci, il n'y a pas eu trop de choix possible. C'est Divine Rivals de Rebecca Ross. Pareil, je n'ai rien à redire à ce livre. Là, c'est l'histoire de Iris et Roman. On a une correspondance entre les deux, un peu magique, parce que, en gros, Iris pense correspondre avec son frère qui est parti à la guerre, parce qu'il y a une guerre en fond dans le contexte, entre une guerre des dieux. Voilà, c'est un univers magique. Sauf qu'elle n'a pas du tout de nouvelles de son frère, et bon, elle continue à envoyer ses lettres parce qu'elle voit qu'elles disparaissent. Elle ne sait pas à qui elle les envoie, et elle les envoie à travers son armoire. Tout va bien. Mais les papiers disparaissent, donc elle se dit qu'ils vont bien quelque part, donc elle espère que son frère les reçoive. Sauf que c'est pas son frère qui les reçoit, c'est Roman. Et Roman, c'est un peu son concurrent, c'est complètement son concurrent à la rédaction du journal dans lequel elle travaille. Voilà, en gros, l'idée de base, et puis l'histoire va beaucoup plus loin. Roman, du coup, lui sait qu'il correspond avec Iris, parce qu'elle elle s'est beaucoup dévoilée dans ses lettres, donc il sait très bien. Mais elle ne sait pas, pendant très longtemps, dans le roman. Donc voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus, il faut juste se plonger dans ce livre qui est plein de bienveillance, plein de bons sentiments, qui montre aussi que la force, c'est pas que de se battre avec une épée, c'est pas que de la force physique, c'est aussi d'être à l'écoute des gens, d'être dans la bienveillance, et ça, moi, c'est toutes les valeurs en fait que je porte aussi. Et la romance, elle est pépite. C'est le type de romance typiquement où je ne voudrais pas être à la place d'Iris, parce que juste j'aime eux deux ensemble. Je me vois mal m'immiscer entre eux deux. C'est leur couple qui me fait envie, mais pas le gars en particulier. Et ça, c'est assez rare en fait, je me rends compte dans les romances. J'ai souvent des crushs sur le gars. Tout simplement. Et Roman, je peux pas dire que ce soit un book boyfriend, parce que c'est vraiment leur couple à tous les deux qui a une telle alchimie que juste c'est de ça dont je rêve, et pas juste de prendre la place de... Bref, vous avez compris. Et voilà, la fin est crève-cœur complètement. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 qui vient tout juste de paraître. Coucou Charlie. Coucou Charlie, tu veux lire Divine Rivals? Voilà. Elle est d'accord avec moi pour dire que c'est le meilleur livre de l'univers. Allez, viens. Voilà, donc ce livre, il va paraître cette année en français. Foncez dessus. Je vous le recommande plus. Et en plus, alors c'est un roman young adulte, donc il n'y a pas du tout de scène explicite. Ce qui peut être un très bon point pour beaucoup de personnes. Et
Non, ça dévoile trop si je le dis. Non, dis pas. Je l'ai pas encore lu, j'ai bien l'intention de le lire puisque c'est mon exemplaire qu'elle a dans les mains. Voilà. Donc non, je vais pas vous spoiler un truc, mais il y a autre chose qui est bien mis en avant et ça fait du bien de lire ça aussi dans des livres aujourd'hui. Voilà. Divine Rivals, retenez Rebecca Ross. Voilà. Une autrice que je vais continuer à suivre avec beaucoup de plaisir et j'ai bien l'intention de lire tous ses livres. Donc voilà pour mon top. Et dans les mentions spéciales, j'ai du coup en mention spéciale Les Mémoires de la Forêt. C'est aussi le mien. Voilà. Qui est une série jeunesse absolument pépite. La plume de Michael Brun-Arnaud est incroyable. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il aborde des sujets durs de la vie, sans mâcher ses mots, sans mâcher les thématiques, les scènes, le côté dramatique des événements, mais avec une telle douceur, une telle poésie que c'est extraordinaire. Et je trouve que pour la jeunesse, on a besoin de ce genre de livre aussi, qui traite de sujets comme ça, que les enfants sont tout à fait capables d'absorber, de comprendre. C'est des choses qu'ils vivent parfois. Exactement. Et avec cette douceur et cette bienveillance dont il fait preuve, c'est extraordinaire. Et en plus, c'est gourmand à souhait. Il y a de la musique dans chacun des mots presque. Il y a tout un univers de l'enfance qui est très réussi. Ouais. Et qui nous ramène, nous en tant qu'adultes, à cette période-là de notre vie. Oui. Et évidemment, c'est très bien illustré aussi par Sanoé. Exactement. Il rajoute énormément de douceur, de poésie, je sais pas comment dire, mais quelque chose qui est tout doudou à l'univers de Michael Brun-Arnaud. Les deux se marient très bien, donc une très belle réussite de l'école des loisirs. Vraiment. Tout à fait. Puis c'est vraiment adapté aux enfants, et il y a un espèce de deuxième degré pour les adultes aussi, avec des références, des jeux de mots, des choses qui feront rire aussi les adultes. Je vous montre par exemple une illustration du tome 1. Voilà, c'est sublime. Et le petit résumé quand même, faisons rapidement. Ça se passe dans une forêt et on suit Archibald de Renard qui tient une librairie, et dans chaque tome il part à l'aventure. C'est ça. On va dire ça comme ça. C'est parfait. Et c'est saison. C'est très saison, c'est-à-dire que le tome 1 est plutôt en été. Tome 2 est très automne. Et le tome 3 hiver à fond. Voilà. On aime. Et le tome du printemps est à paraître en 2024 et on l'attend avec impatience. On me prépare la grosse boîte de mouchoirs. Exactement. Autre mention spéciale version BD. Oui. Pour toutes les deux, oui. Je pense qu'on peut le dire. Oui, on peut le dire. C'est la découverte de la série Le Grimoire d'Elphie, qui est écrit par Audrey Alouette et Christophe Arleston et illustré par Minnie Ludwig. C'est sublime. Tout est génialissime dans cette série. Pour vous refaire un pitch rapide, on suit 3 sœurs, dont Elphie, qui parcourt un peu la France dans un bus anglais retapé par la grande sœur, qui est transformé en librairie, qui s'appelle Le Livre qui pue. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça, oui. Voilà. Et elles vont à la rencontre des gens de ces régions, mais aussi de leur famille. Il y a aussi, il y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont vraiment très touchantes. C'est drôle, c'est frais, c'est bien vu, on se plonge avec délices. Moi, à chaque fois, chaque tome, je me plonge avec vraiment beaucoup de délices. Je vous montre quelques planches. Ouais. Le trait de Minnie Ludwig est sublime, les couleurs sublimes aussi, c'est chaud, c'est chaleureux. J'essaie de pas trop vous spoiler, lisez pas trop. Voilà. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Exactement. Et on attend la suite avec impatience. Et moi j'ai une mention spéciale manga aussi. Je les ai pas là, mais je vous mettrai une petite vignette là. C'est Spy Family. J'en ai lu 2 tomes. Et oui, que 2 tomes pour l'instant. Mais c'est une série, étonnamment, je ne m'attendais à rien. Je l'avais vu passer partout, je me suis dit je vais tenter. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et c'est doudou.
croyez-le ou non, j'en ressors, je me sens très bien. C'est pourtant l'histoire d'un espion, Twilight, qui doit se fonder une famille pour le bien d'une mission. Et il va se trouver une fille d'abord, pour qu'elle puisse intégrer une école. Sauf que cette fille, il se trouve qu'elle est télépathe, mais il ne le sait pas. Et ensuite, il va se trouver une femme, qui se trouve être une tueuse à gages, mais il ne le sait pas. Voilà. Et toute cette petite famille, eh ben, on sent qu'en fait, il y a des liens qui vont se tisser hyper fort entre eux. Et en même temps, ils ont tous à cœur d'aider en fait Twilight. Et puis la petite, elle est Anya, elle est adorable, elle est trop chouchou. C'est vraiment la petite orpheline qui veut plaire à son papa et elle entend toutes ses pensées, donc elle sait tout elle. Mais elle veut tellement lui plaire que du coup elle fait ce qu'elle peut. Et elle est adorable. Et bref, je ressors de chaque tome, bon, des 2 tomes que j'ai lus, avec ce sentiment vraiment de... Ah, ça fait du bien de lire ce genre de livre. Voilà, donc même s'il y a de la violence, il y a une histoire de tueuse à gages, d'espions, et ben je suis fan. Ça passe tout seul. Exactement. Et bien enchaînons sur les auteurs qu'on a le plus lus cette année. Oui. Alors moi j'avoue, j'ai sélectionné l'auteur le plus lu parmi les titres indépendants. Ouais. J'ai pas compté les séries parce que sinon je m'en sortais pas. Parce que les séries en 3 tomes, déjà, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà. Et mon top, c'est Gaël Aymon, que j'ai découvert en plus cette année, en janvier, avec le titre Silent Boy, dont j'ai adoré la plume. Et du coup, j'ai voulu découvrir plein d'autres romans de lui, et donc j'ai lu depuis Oublier Camille, Ma réputation et L'apprenti conteur. Et je compte bien en lire plein d'autres, parce que j'en ai au moins 2 dans ma palle déjà. Et vraiment, je dévore chacun de ces romans. Je trouve que c'est juste, c'est très bien écrit. Ça dépeint des ados avec beaucoup de justesse et ça aborde des sujets pas toujours faciles, mais de manière génialissime. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un auteur à faire lire aux ados parce que c'est sublimement mené en fait dans tous les romans en tout cas que j'ai pu lire. Voilà. Ouais. Bah moi c'est mon numéro 2, Gaël Aymon. Et je rajouterais qu'en plus il arrive à faire des choses assez différentes puisqu'il écrit dans des genres différents. Même si là c'est vrai que... Alors moi j'en ai lu 3 du coup, j'ai lu Oublier Camille, Le Conteur, L'apprenti conteur et Silent Boy. Donc voilà, Oublier Camille et Silent Boy on est un peu dans le même genre, c'est du roman contemporain, là où L'apprenti conteur on part un peu plus sur... de l'imaginaire, enfin complètement. Mais il écrit aussi pour des âges différents, enfin, c'est très intéressant comme plume et comme façon de raconter la vie de façon pas originale mais vraie. Et j'ai hâte de découvrir aussi ces romans qui sont un peu plus thriller. Ouais. J'ai notamment Une nuit, pareil. Une nuit de mon enfance, c'est ça, un peu plus sombre, qui m'attend. J'ai hâte. Et bien moi mon numéro 1 c'est Pierre Bottero. Oh, oui. Alors c'est tous des romans courts que j'ai lus de lui, j'ai toujours pas lu La quête des Willan, j'ai bien l'intention de le lire. Je crois que j'ai lu 4 romans de Pierre Bottero, c'était les petits romans qu'il a écrits chez Flammarion Jeunesse qui ont été republiés en plus récemment. Et incroyable, vraiment, je comprends l'admiration qu'ont tous les lecteurs et les lectrices pour Pierre Bottero. Et encore, j'ai pas lu La quête des Willan. Parce qu'il y a, comme pour Gaël Aymon, quelque chose de très juste dans les sentiments et dans ce qui est raconté. Je trouve qu'il écrit merveilleusement bien des personnages qui ont 13 ans. On suit souvent d'ailleurs des jeunes filles. C'est très juste, alors c'est un petit peu daté parce que c'est quand même des romans qui datent de 20 ans maintenant. Donc il y a des petites choses autour du rapport à la technologie qui est plus tout à fait le même, où il n'y a pas du tout de téléphone portable. C'est vrai qu'il y a quelques histoires où on sent que ça manque un peu, on sent qu'on était dans une autre époque de ce côté-là, mais ça change rien, c'est très bien écrit, c'est très juste, les histoires sont toutes hyper touchantes. Il m'a vraiment fait beaucoup pleurer.
Vraiment, il m'a complètement transportée et voilà, Pierre Bottero, je comprends. Et sinon, il y a aussi des auteurs qu'on a découverts cette année et qu'on veut continuer à suivre en 2024. On vous a fait une petite sélection. Alors moi, je me suis restreinte aux auteurs dont j'ai lu plusieurs livres quand même, en 2023, parce que sinon la liste aurait été beaucoup trop longue. Moi, je pense que j'en ai oublié. Il y en a beaucoup que j'ai vraiment envie de continuer à suivre. Et je ne vous ai pas remis les auteurs de mon top, mais qui sont toutes les trois, j'ai envie de continuer à les découvrir. On retrouve Gaël Aymon, parce que j'en ai encore beaucoup à lire de lui. Il en a écrit déjà tellement. Je suis très contente d'ailleurs d'en avoir encore plein à découvrir de lui. Il y a aussi Lisa Balavoine, dont j'ai lu et adoré Un garçon c'est presque rien, aux éditions Rajo, et Comme nous brûlons. Voilà, je sais qu'elle a écrit pour les adultes aussi, donc peut-être que j'irai farfouiller un petit peu aussi dans le rayon adulte pour voir comment elle écrit aussi pour cette tranche d'âge-là. Mais en tout cas, les deux ont été de très très belles révélations. Un petit plus pour Un garçon c'est presque rien, que j'ai préféré. C'est du vers libre, donc c'est du roman, mais elle aborde des sujets assez forts. Dans le premier, c'est le sujet de la masculinité. C'est quoi être un garçon? Est-ce que vraiment c'est ce que la société aujourd'hui nous dit? C'est-à-dire quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui est fort tout le temps, quelqu'un qui... Vous voyez un peu le topo. Et dans le deuxième, elle traite aussi du rapport au corps dans l'univers de la danse. Et du rapport au corps et surtout d'une amitié toxique. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2, c'est qu'elle était sur le fil tout le temps. Je me suis demandé si elle allait basculer à la fin et vraiment tomber dans la toxicité complètement. Et en fait, non, elle reste sur le fil. Et j'ai beaucoup aimé du coup cette fin qui reste un peu ouverte quand même, disons. Oui. Mais voilà, en tout cas, c'est du vers libre qui me raconte une histoire et ça je trouve ça magnifique. C'est très bien ciselé. Voilà, donc c'est une plume que j'ai vraiment envie de continuer à découvrir. J'ai hâte qu'elle ressorte un roman en vers libre en jeunesse. Ensuite, j'ai découvert chez les adultes Michiko Aoyama, qui a sorti cette année 2 livres. Enfin, je sais pas s'ils sont sortis tous les 2 cette année. En tout cas, il y en a un nouveau qui est sorti cette année. Et donc, il y a La bibliothèque des rêves secrets et Un jeudi saveur chocolat, qui ont tous les deux été des très beaux coups de cœur. J'ai découvert cette année la littérature japonaise et j'ai beaucoup aimé. C'est très doudou. Enfin, ce type en tout cas de littérature japonaise, c'est très méditatif, ça prend son temps et en même temps ça nous parle de l'humain, ça nous parle de la vie. C'est un peu du quotidien. On suit à chaque fois dans ces romans à Michiko Aoyama des personnages différents qui évoluent. Dans le premier, on en suit 5 qui ont tous en lien une bibliothèque et une bibliothécaire un petit peu particulière. C'est très doux, c'est très beau et vraiment il y a des messages derrière moi qui m'ont beaucoup touchée. Et dans Un jeudi saveur chocolat, c'est beaucoup plus court et on suit 12 histoires pour le coup. Enfin, il me semble qu'il y a 12 chapitres qui font le tour un peu qui partent du Japon, qui vont en Australie et qui reviennent. Et c'est un peu comme une ronde de personnages qui se croisent et du coup on joue à saute-mouton un peu avec les personnages. Un tel a croisé le deuxième qu'on va suivre dans la deuxième histoire et puis il va croiser un autre personnage qu'on va suivre dans la troisième. Enfin, vous avez compris le tour de ronde pour revenir un petit peu à notre lieu de départ. Bref, moi j'ai vraiment beaucoup accroché à cette plume et à cette façon de raconter la vie. Donc j'ai vu que le 3e tome sortait bientôt et avec un super titre qui est, je crois, si je ne me trompe de jour, c'est Un mardi saveur matcha ou un truc comme ça. Donc j'ai hâte, hâte de découvrir ça aussi. Et ensuite il y a deux autrices, une américaine de romance, Ali Hazelwood. Voilà, après Émilie Henry, je pense que c'est les romances coup de cœur que j'ai eu aussi cette année. Pour le coup là, je n'ai lu que des romances adultes d'elle. J'ai pas encore lu sa romance young adulte,
mais j'ai hâte de la découvrir. Donc ce sont des romances dans lesquelles il y a des scènes explicites. Mais j'aime beaucoup, c'est très frais, c'est hyper féministe. Même s'il y a plein de trucs qui sont clichés dedans, qu'elle a des caractéristiques, on va dire, masculines qui se retrouvent dans tous ces personnages masculins, quasiment. Et bah c'est pas grave, parce que je les suis avec beaucoup de joie, et puis je suis à fond dans leur romance, donc j'aime beaucoup et j'ai bien envie de continuer à la découvrir. Et puis, il y a Clara Héreau, que j'ai découvert d'abord avec Nos plus belles années, puis ensuite avec L'effet boule de neige. Ouais. Et c'est une nouvelle autrice française qui a le vent en poupe, et pour de bonnes raisons, je pense. Elle a une vision en fait à la fois féministe sur les relations de couple et tout, qui est pour moi très saine, qui est basée sur la communication, qui est pour moi un des points centraux dans une relation de couple, si ce n'est le point primordial. Et donc ça fait du bien de voir ça dans une littérature young adulte. Nos plus belles années, c'était aussi un sujet très très fort qui m'a un peu retourné le cerveau à la lecture, mais que j'ai trouvé sur le fil et très très bien fait. On vous en a déjà parlé en long, en large et en travers sur cette chaîne, donc je vais pas m'étendre, mais voilà. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir son 3e roman qui sortira en mai, si je ne me trompe, et qui s'appelle Les coquillages ne se ferment qu'en été, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Qui a l'air d'être une histoire aussi de sororité, enfin de sœurs, très forte. Donc j'ai hâte. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Évidemment, j'ai aussi Clara Héreau et Gaël Aymon. Il y a également Flore Vesco, que j'ai bien envie d'approfondir. Donc pour l'instant, je n'ai lu que D'or et d'oreiller, que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la plume. Il y a 2 capés de mots qui m'attendent aussi. Que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est génial. Ouais, une plume extraordinaire à découvrir. Vraiment, puis une plume française, donc ça fait plaisir. Il y a également Ariel Holz, du coup, puisque j'ai adoré Runborn. Je vais continuer Runborn, mais je vais aussi lire ses autres romans. Il y a notamment Pax Automata qui m'attend, qui est une uchronie, mais pas que. Il y a aussi Les Sœurs Carmine, que j'aimerais beaucoup lire. Voilà, il a une bonne bibliographie à son actif, donc il y a de quoi faire. J'ai hâte de découvrir sa plume et aller voir si justement il y a cette évolution que j'ai vue déjà entre les 2 que j'ai lus. Il y a également David Brie. J'ai bien envie de découvrir plus, parce que j'ai surtout lu Les Héritiers de Brizen, qui sont des petits romans pour des jeunes lecteurs qui veulent découvrir la fantaisie. Il a écrit également pour les adultes, donc vraiment sa plume, je l'ai trouvée très belle, j'ai très envie de la découvrir. Et j'ajouterai à cette liste Séverine Vidal, dont j'ai découvert la plume à travers des cours toujours, que j'ai aussi rencontré en conférence au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, et que j'ai trouvé très intéressante, dont le nom me dit quelque chose, voilà, que j'entends depuis des années dans le milieu de la littérature de jeunesse. J'ai trouvé les 2 cours toujours très forts, très bien écrits, donc vraiment j'ai envie d'en découvrir plus, et j'ai acheté notamment à Montreuil un roman qu'elle a écrit il y a plusieurs années pour pouvoir la découvrir. Et j'ajouterai également Victor Dixon. J'ai lu Vampiria cette année, les 3 tomes de Vampiria. J'ai Vampiria America qui m'attend, mais je suis curieuse de lire d'autres choses de lui, parce que j'ai bien aimé Vampiria, mais c'est pas non plus un coup de cœur exceptionnel. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai hâte de le découvrir dans autre chose, et notamment dans Phobos, dont le pitch en plus me parle pas mal. J'aime bien ce truc de science-fiction comme ça, télé-réalité, enfin on sent que le truc il va basculer. On est dans le futur, et il y a des jeunes qui sont envoyés dans l'espace pour aller sur une autre planète, et c'est une espèce de télé-réalité qui est mise en place puisqu'ils sont censés trouver leur âme sœur. En gros. Voilà, et il y a je sais plus combien de tomes, mais il y a de quoi faire. Donc bonne lecture qui m'attend. Voilà. Et on a découvert des collections ou des maisons d'édition qui nous ont marqué un peu aussi en 2023. Et t'en as parlé déjà, la collection Cours toujours de chez Nathan. Et on l'a découverte toutes les 2 cette année, et c'est pépite. Ce sont des romans très courts, vous voyez, c'est... Voilà. Je sais pas, c'est 48 pages à peu près. Voilà.
Il y en a énormément sur plein de sujets. D'ailleurs, les couves ressemblent plutôt à ça. Et ils existent en 3 versions en fait. Quand on achète le roman, on a également accès à la version audio et à la version numérique via une application. Moi, c'est vrai que je les ai... Très intelligent. C'est vrai que je les ai toujours lus en papier parce que en audio, j'y arrive pas. Et en numérique, ça, je sais, c'est frustrant. J'adore avoir les pages qui se tournent sur mes doigts. C'est comme ça. En tout cas, voilà, pour moi, c'est un peu une collection de romans coup de poing pour les ados, sur des sujets vraiment durs pour la plupart, mais qui s'ouvrent aussi à des nouveaux genres, enfin à autre chose que du contemporain, avec notamment Il était ma légende d'Estelle Faye et puis Le roi des sylphes ici de David Brie, qui touche plus à l'imaginaire. Donc c'est un peu autre chose je trouve, parce que c'est un genre qui se prête pas forcément à la version courte. Donc par exemple je sais qu'on a été plusieurs à être frustrés, un petit peu frustrés du côté très court du roi des sylphes de David Brie, même si c'est extrêmement bien écrit et que c'est une superbe histoire. C'est vrai qu'on aurait presque envie d'avoir plus, là où Il était ma légende d'Estelle Faye pour moi est très bien réussi dans le genre court de la nouvelle. Donc voilà, ça dépend, c'est une collection, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, il y a eu aussi quelques flops dans cette collection. Il y a eu des très beaux coups de cœur, des très belles découvertes. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux auteurs. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Gaël Aymon. Donc, une superbe collection. Et puis, c'est une bonne introduction pour des sujets hyper divers autour de l'adolescence et même plus large. C'est ça, exactement. Chez Gulfstream, j'ai découvert une collection qui s'appelle Prélude, et qui est donc des opéras qui sont revisités, réinterprétés, réécrits pour les ados, pour faire une sorte d'introduction. Et je trouve cette collection hyper intelligente déjà. Moi c'est vrai que je suis pas très opéra, mais j'ai adoré découvrir de quoi parlait La Traviata. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était La Dame aux Camélias, c'était Moulin Rouge, c'était ces histoires que j'adore déjà de base. J'ai beaucoup aimé découvrir La Flûte enchantée aussi, même si c'est le texte que j'ai moins apprécié parce que je trouve le choix de la narration pas facile et un peu bancal, selon moi. Mais voilà. Et chaque auteur en fait de cette collection propose un style, une narration qui est du coup différente à chaque fois. Je trouve que c'est une très très belle introduction à ces opéras. Et il me reste Carmen que j'ai déjà acheté à lire. Et puis il y en a un autre qui est paru, je sais plus lequel. Enfin bon, il y en a 5 en tout cas de parus il me semble. Et je pense qu'ils vont continuer, donc j'ai hâte. Moi, il y a une maison d'édition aussi qui m'a un peu marquée cette année, enfin qui m'a marquée. En tout cas, tout ce que j'ai lu de cette maison d'édition m'a plu. Ouais, pareil, je me du coup, j'ai vraiment envie de découvrir plus de leur parution. C'est les éditions Rajo, qui je trouve ont une très très belle sélection à la fois dans le contemporain et dans l'imaginaire. Voilà. Après, je n'ai pas lu leur plus gros succès imaginaire qui est Le Prince Cruel. Donc ça, je ne sais pas si ça me plairait autant que le reste. Mais en tout cas, c'est chez eux que j'ai découvert Lisa Balavoine. J'ai découvert également Doumodi de Clou, qui a été un très beau coup de cœur en poésie young adulte. Il y a eu Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim en imaginaire, qui a été un très beau coup de cœur aussi. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Il y a eu la duologie Fable d'Adrienne Young en fantaisie maritime. Esther Parmentier aussi. Que j'ai pas encore lu moi, mais qui me fait de l'œil aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir leur prochaine parution parce que pour l'instant c'est un sans faute. Alors moi je rajoute les éditions Slalom que j'ai beaucoup apprécié cette année. J'avais jamais lu de Slalom avant. Ils ont des textes, donc c'est du roman ado, extrêmement modernes, des plumes qui innovent, qui changent avec des personnages différents, avec des valeurs
qui sont en rapport avec la société d'aujourd'hui. Et ça fait beaucoup de bien aussi. C'est un sans faute, donc j'ai hâte de continuer à découvrir Slalom. Et la deuxième maison d'édition que je voudrais rajouter, c'est Gulfstream, dont j'ai découvert plusieurs livres en imaginaire. Et j'aime beaucoup cette ligne éditoriale assez haut en âge, avec des textes souvent assez sombres et assez durs, mais jamais plombants. Voilà, en gros. Ça on aime. Et pareil, chaque livre que j'ai lu chez Gulfstream, ça a été une réussite. Des choses que j'ai beaucoup aimées, que ce soit La plume de Pascaline Nolo, ou là, Runborn, c'était chez eux aussi. Très réussi, et puis ils ont aussi une collection de réécriture de contes grecs féministes qui est très chouette. Enfin bref, une vraie découverte de Gulfstream, et j'ai hâte de continuer à lire leurs livres. Et moi j'ai une petite mention particulière pour la collection toute neuve chez Robert Laffont qui s'appelle Inari, qui est spécialisée dans le roman graphique de culture japonaise, enfin qui en tout cas va développer autour de la culture japonaise. Alors c'est pas forcément écrit par des japonais, là le premier qui est sorti c'est Le secret des bonbons pamplemousse, écrit par Camille Monceau et illustré par Virginie Blanchet, que j'ai lu, que j'ai bien apprécié. J'ai hâte de voir ce que cette collection va proposer par la suite, d'autant plus que c'est une collection qui est dirigée par Michael Brun-Arnaud, qui est l'auteur des Mémoires de la forêt. Et bien voilà, on a fait le tour. C'est parti pour 2024. Oui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quels ont été vos tops, vos flops de 2023, vos faits marquants, enfin voilà, répondre un petit peu à toutes les questions auxquelles on a répondu ici. Et puis, si vous voulez mettre un emoji, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Une petite flèche qui monte vers le haut pour le top. Allez, une petite flèche qui monte. On va pas trouver mieux. Donc si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre une petite flèche qui monte dans les commentaires, on saura que vous êtes arrivé au bout de cette longue vidéo. Eh bien, je vous souhaite des bonnes lectures et surtout des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. Bientôt.